Alors, quand on dit qu'on change de logique, c'est bien. Alors, la logique d'avant, c'est là, on la connaît. On est dedans jusque-là. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose d'intelligent sur la logique d'après? C'est quoi le monde de demain? Il va fonctionner comment? Ce sera quoi ces moteurs? Alors là, on a eu un problème méthodologique. Comment on pouvait répondre à cette question? Et on n'a trouvé qu'une seule réponse. Et la seule réponse qu'on ait trouvée, c'est d'aller voir les historiens. On a été voir les historiens et on leur a demandé si des bifurcations comme ça, il y en avait déjà eu dans le passé ou pas. Si la réponse est non, on ne pouvait rien dire. C'était fini. Si la réponse était oui, en revanche, on espérait pouvoir aller chercher dans les bifurcations du passé ce qu'on appelle nous des invariants qu'on pouvait ramener dans la situation actuelle et essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Coup de peau, les historiens nous ont dit banco, on peut vous aider les gars. Cela dit, essayez d'imaginer l'aventure humaine. Hein. Les physiciens, théoriciens qui débarquent sur des historiens professionnels, c'est une aventure. Ça, je peux vous assurer que ce n'est pas les mêmes vocabulaires, ce n'est pas les mêmes références, ce n'est pas les mêmes guides de lecture, il n'y a rien de ça, il n'y a rien qui est en commun, mais qu'est-ce que c'est génial? C'est établir des ponts entre deux métiers qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, et puis là, moi je suis passionné d'histoire, je ne suis pas celui qui soit passionné de physique. Et donc les historiens nous ont dit des choses tout à fait incroyables. Ils nous ont dit une chose qui est constatée à peu près. Et ce quelque chose, c'est de dire que dans l'histoire, il y a des cycles. Ce qui ne veut pas dire du tout que tout est cyclique dans l'histoire. Mais ça veut dire qu'il y a des cycles dans l'histoire. Et qu'il y a des cycles intéressants, des cycles longs, qu'on appelle des cycles paradigmatiques. Voilà, c'est un des mots que Pierre avait retenu, c'est le mot paradigme. Qu'est-ce que c'est un paradigme? C'est tout simplement les fondamentaux sur lesquels une société fonctionne à un certain moment. Si on parle du paradigme de la société occidentale aujourd'hui, ou de la société européenne aujourd'hui, les grands mots-clés, ça va être quoi? Démocratie, économie semi-libérale, c'est les droits de l'homme, c'est ce genre de principes-là sur lesquels on fonctionne tous les jours, sans même se poser trop de questions. Essayez maintenant d'imaginer 3 secondes la vie de Socrate à Athènes, au 5e siècle avant les chrétiennes, ou la vie de Louis XIV à Versailles, ou la vie du Guesclin au Moyen-Âge, vous comprenez très vite que ce n'est pas le même paradigme. Là où ça devient intéressant, c'est que les historiens nous disent, comme tout ce qui existe, comme vous, comme moi, comme notre chien, comme notre arbre, un paradigme, c'est un cycle de vie. Ça naît à un moment donné, ça monte en puissance, ça arrive à maturité, puis ça vieillit, ça décline et ça disparaît. Ce qu'on appelle un cycle de vie, mais jusque-là, ce n'est pas un scoop. Tout ce qui existe a un cycle de vie. Et là où ça devient étonnant, c'est que les historiens nous disent que la durée de vie d'un cycle de vie, c'est à peu près constant, c'est environ 550 ans. J'ai bien dit environ, hein, c'est pas de l'horloge suisse dont je vous parle, hein, c'est environ. Regardez ce que ça donne pour l'Europe. Si on part du principe qu'aujourd'hui on est bien en train de vivre une bifurcation, retournez 550 ans en arrière, vous arrivez à la Renaissance, colossale bifurcation entre la féodalité d'une part et la modernité d'autre part. 550 ans avant, c'est la fin du rêve carolingien, c'est la fin de l'empire chrétien germanique, et on passe à la féodalité. 550 ans avant, c'est l'empire romain qui s'effondre. Là, pour le coup, pour une bifurcation, c'en est une. Et 550 ans avant, c'est quelque chose qui, pour moi, philosophe, fait quelque chose de toujours inacceptable aujourd'hui. C'est pour ça que je ne dors pas la nuit. C'est les légions romaines qui envahissent les cités grecques et qui mettent par terre le berceau de la philosophie. C'est insupportable. Voilà, donc, la durée de vie d'un paradigme, c'est 150 ans. Et vous avez bien compris que donc notre hypothèse de bifurcation revient à dire autrement dit qu'on est en train de changer de paradigme. Ça va ça? Alors les historiens nous font un petit dessin. Et je reprends le petit dessin des historiens, le voilà. Et une fois qu'on a compris ça, vous allez voir que les choses s'éclairent très très fortement sur notre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Vous voyez 3 éléments graphiques. Vous voyez une courbe rouge déclinante. Ça, c'est la fin du paradigme ancien qui était né à la Renaissance. Rouge, pourquoi? Feu rouge, ça s'arrête. Il y a une autre courbe qui est montante, celle-là, qui est la courbe verte. Feu vert pour l'avenir, bien sûr. Ça, c'est le nouveau paradigme qui est en train de monter en puissance. Ces deux courbes, forcément, se croisent à un moment donné. Et vous voyez qu'autour du point de croisement, il y a une zone bleuâtre.
que nous appelons dans notre jargon la zone de grande turbulence. Tiens donc. Pourquoi y a-t-il une zone de turbulence? Pourquoi est-ce que le passage de témoin d'un paradigme à l'autre ne se passe pas bien? Ben, je pense qu'on est tous des grands garçons et des grandes filles, et que comme vous avez eu des enfants comme moi j'en ai 6, hein, comme on a eu des enfants, on se souvient peut-être de la relation qu'on a avec nos adolescents. C'est ça le passage d'une génération à l'autre, et ça ne se passe pas toujours bien. Ah ben c'est la même chose. C'est juste la même chose. Mon fils, j'ai suffisamment vécu pour te dire que si tu veux que ta vie se passe bien, il y a un certain nombre de règles à respecter, et si tu veux, je vais t'en parler. Papa, t'es bien gentil, mais franchement, la vie que t'as eue, c'est pas la mienne et c'est pas le même monde. Blouk. Voilà, eh ben, les paradigmes, c'est la même chose. Les paradigmes, c'est à un moment donné, le paradigme ancien, il croit qu'il détient l'éternité pour lui, qu'il va durer, et c'est pas vrai. Et puis le paradigme nouveau, il dit au paradigme ancien, écoute, franchement, t'as pas bien compris que le monde est en train de changer très très vite et qu'il faut reprendre les choses à la base et reconstruire les choses autrement. Donc pour comprendre ce passage, eh bien il faut bien comprendre que toutes nos institutions, et ça c'est vraiment important, toutes nos institutions de pouvoir aujourd'hui dans nos sociétés sont toutes nées entre 1500 et 1550. Quelles sont ces institutions? C'est l'État central, c'est les institutions bancaires, les institutions boursières, les institutions patronales, les institutions ouvrières, les universités et les médias. Et que tout ça, ce sont des institutions dont la fondamentale mission est d'assurer la pérennité du paradigme qui les a engendrés. Ça vous va? Essayez maintenant de comprendre cette chose toute simple. C'est que les institutions de pouvoir dont la mission est d'assurer la pérennité du paradigme qui les a engendrés, quand elles voient la forme de la courbe rouge, elles ont un problème. Comment assurer la pérennité d'un truc qui se casse la gueule? Donc la seule solution, et c'est ce que nous vivons tous les jours, c'est ce que vous vivez quand vous regardez la presse, c'est ce que vous entendez à la télévision, ce que vous entendez à la radio, c'est le déni de réalité. Les institutions vous disent, il n'y a pas de changement de paradigme, il n'y a pas de changement du monde, il n'y a pas de changement de valeur, tout va continuer comme avant. Bon, d'accord, on a quelques petits soucis pour l'instant, mais vous allez voir, ça va aller. Et c'est faux. Et c'est juste faux. Donc vous commencez à comprendre pourquoi les gens qui construisent la réalité de la société civile, la réalité de l'économie réelle, sont en train de divorcer de plus en plus et de diverger de plus en plus avec les institutions de pouvoir qui veulent garder des grilles de lecture qui sont absolument obsolètes. Prenons juste un petit exemple, et puis on passera à autre chose. C'est de regarder encore aujourd'hui, début du XXIe siècle, toutes les idéologies qui sont véhiculées par les regards sur la société, sont toutes des idéologies qui ont été créées au début du XIXe siècle. Toutes. Dans un monde qui n'a absolument plus rien à voir avec le monde qui est le nôtre. Donc, quelque part, il faut entendre le message qu'il faut peut-être tourner une page. La première rupture, elle est extraordinaire. C'est la notion de rupture écologique. Alors quand je vous parle d'écologie, moi je vous parle de la science écologique, je vous parle de la science du rapport entre l'humanité et son environnement. Je ne vous parle pas d'une militance politique, je ne vous parle pas d'un parti politique, on est d'accord? Donc quand on parle de rupture écologique, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit quelque chose de très simple. C'est que l'être humain, pour fonctionner, il a besoin de se nourrir de ressources, au sens le plus large du terme. Et que des ressources, il y en a de deux sortes. La première sorte, ce sont les ressources renouvelables. Et là, j'ai une bonne nouvelle, les ressources renouvelables se renouvellent. Et puis, il y a les ressources non renouvelables. Là, j'ai une mauvaise nouvelle, elles ne se renouvellent pas. Et chaque fois qu'on puise dans le réservoir, il y en a moins dans le réservoir. Et un jour ou l'autre, il n'y en aura plus dans le réservoir. Et il faut savoir aujourd'hui que les ressources renouvelables peuvent satisfaire au grand maximum, je dis bien au grand maximum, 20% des besoins de l'humanité d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour 80% restants, il faut que nous continuions à puiser dans des réservoirs qui sont en train de se vider tranquillement. Et que l'ensemble de tous ces réservoirs est constitué pendant des milliards d'années par la Terre,
et que l'ensemble de ces réserves, nous en avons déjà consommé 80% en 150 ans. Ça va? Oui? Ça va mal. Donc ça veut dire que là, il n'y a aucun problème. Ça veut dire quoi? Et ça, moi j'ai eu la chance de pouvoir diriger un programme de recherche sur 5 centres de recherche dans le monde. L'idée c'était de dire, si on met tout ça en équation et on essaie de comprendre un peu, combien d'êtres humains peuvent vivre décemment sur Terre quand il n'y aura plus du tout de ressources non renouvelables? C'est une bonne question. Ben, la réponse est environ 2 milliards. Aujourd'hui on est 7 milliards et demi, donc 5 milliards et demi de trop, et en 2050 on sera 10 milliards, donc 8 milliards de trop. Est-ce que c'est un problème? Ben non, pas forcément. Ça dépend combien de temps on a. Parce que si les ressources non renouvelables sont épuisées seulement dans 10 000 ans, on a 10 000 ans pour organiser un atterrissage au douceur qui peut se passer à peu près convenablement. En revanche, si c'est demain matin, là on a un souci. Alors c'est ni l'un ni l'autre. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est probablement d'ici 2 siècles, ce qui est quand même court, hein, et qu'il faut bien garder ça dans sa tête. Je l'exprime d'une phrase. Ce point de vue nous amène nécessairement à dire que nous ne sommes plus dans une situation d'abondance, nous sommes déjà dans une logique de pénurie. Pénurie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien dans les réservoirs. Pénurie, ça veut juste dire que la demande en ressources est définitivement supérieure à la capacité d'offre en ressources. C'est ça que ça veut dire. Alors, une fois qu'on a bien compris qu'il y a une bifurcation là, au niveau de cette dimension, et qu'on n'est plus dans une logique d'abondance, on est dans une logique de pénurie, et je tiens à vous rappeler, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont de ma génération là, je tiens à vous rappeler ce qui s'est passé dans les années 70, 73, 79, ça vous rappelle quelque chose? Oui? Hein, les chocs pétroliers, 1973, la première grande claque. Ouais, je l'ai bien connu, j'étais moi dans l'armée israélienne, et je faisais la guerre de Kippour, je vois presque c'est les hommes 173. Eh bien 73, souvenez-vous, du jour au lendemain, les robinets ont été fermés, et tout le monde s'est retrouvé sur son cul, si vous permettez l'expression. En disant, mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais eu de problème de ressources, toutes les ressources étaient bon marché, facilement accessibles, il y a 3 bédouins dans un désert qui ferment un robinet, et hop, c'est fini, on s'arrête. Et c'est à ce moment-là on a commencé à comprendre que la problématique des ressources, elle était posée. Elle était franchement posée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus dans une logique d'abondance, on est dans une logique de pénurie. Si on ne fait rien, ah ben on va laisser l'épuisement des ressources se faire. Et on va faire semblant de ne pas savoir qu'il va y avoir l'épuisement bientôt. Et on va droit dans le mur. Mais comme on est des gens vachement intelligents, on se dit qu'il faut peut-être répondre à ça, éviter ce danger d'épuisement, et pour ça, quel est le mot-clé? Premier moteur de la courbe verte, premier moteur du nouveau paradigme, premier moteur de ce qui n'est plus de l'abondance, mais qui est de la pénurie, c'est le mot frugalité. C'est un joli mot, non? Frugalité, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous propose ma définition, que j'ai donnée il y a longtemps et que beaucoup de gens m'ont piqué depuis. La frugalité, c'est en tout faire mieux, mais moins. Mieux mais moins, c'est ça. Mieux mais moins. Mieux, c'est plus de qualité, c'est qualitatif. Moins, c'est moins de quantité, donc c'est quantitativement meilleur. C'est faire des économies en améliorant la qualité. Vous signez pas ça? Ah, je vous donne des exemples. Travaillez moins mais mieux. Ça vous dit? Hein? Travailler moins mais mieux, ça ne veut pas dire forcément, c'est combien on travaille en France, c'est 45 heures semaine, c'est ça, hein? Ouais. Donc, ça ne veut pas forcément travailler moins en termes d'heures, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. Et réfléchissez-y, mon Dieu. C'est d'arrêter de faire des trucs qui servent à rien. Arrêtez de faire aux autres des trucs qui servent à rien, qui n'ont aucune valeur d'utilité. Moi, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait autour de moi, je l'ai fait dans les entreprises que j'ai dû redresser. C'est incroyable, les réservoirs de temps disponibles qui sont là derrière. Il suffit d'arrêter de faire des trucs qui servent à rien. Un autre exemple? Communiquer moins mais mieux. Ça vous dit? Vous recevez combien d'SMS par jour? Combien de coups de téléphone par jour? Combien de courriels par jour?
En moyenne, on sait que 95% c'est strictement à rien. Il n'y a que 5% d'utiles. Le problème est que pour trouver les 5% d'utiles, il faut lire les 95% restants. Et ça vous bouffe un temps fou. Et on dit qu'aujourd'hui, un cadre moyen en France, il passe 2h15 tous les jours à s'occuper de ses mails. Et c'est en croissance de 15% relatif par an. Quand il aura ces 35 heures de gestion de courriel, il va bosser quand? Donc, vous voyez, communiquer moins mais mieux. Un autre exemple, et puis j'arrête. Hein. Se réunir moins mais mieux. C'est pas une bonne idée, ça? Hein? Vous y êtes, hein? Je donne des chiffres, c'est affolant. C'est une étude américaine. En Europe, ça va être à peu près la même chose. C'est fait évidemment dans les grandes entreprises, pas dans les petites PME qui ont autre chose à faire. Mais dans les grandes entreprises, eh bien, on arrive à des chiffres affolants. 60% des réunions ne servent strictement à rien. Et sur les 40% restants, il y a seulement 20% de ces 40% où la solution au problème posé est effectivement construite. Ça vous va? Moi, quand j'étais le patron de la holding, d'une holding aux États-Unis, j'étais sur un plateau avec un gars qui avait sa boîte à côté et avait trouvé quelque chose de pas mal. Il avait demandé à sa secrétaire d'encoder les masses salariales par minute de chacun de ses collaborateurs. Et chaque fois qu'il y avait une réunion, la secrétaire pianotait le nom des participants à cette réunion, on lançait la machine. Et il y avait comment on appelle ça, vous savez, un truc lumineux, où on voit les chiffres qui... Je vous assure que les réunions ne duraient pas longtemps. Parce que quand vous voyez qu'après une heure de discussion à 15, on était à quelque part de l'ordre de 30 000 ou 40 000 $, on se dit, oh oh, peut-être intérêt, est-ce que ça sert à quelque chose, hein, parce que ça y va. Voilà, donc frugalité, je ne vais pas plus loin, je dis que c'est une très belle philosophie de vie. Parce qu'on a beaucoup trop, et avoir beaucoup trop, c'est pas forcément être plus heureux. C'est même le contraire. Quand on a trop, on ne goûte plus rien. Si on a du caviar et du champagne tous les jours, on n'a plus le plaisir d'avoir cette surprise et de déboucher une bouteille de champagne avec la femme qu'on adore en face de soi. Ben là, je parle pour moi. Ok, deuxième rupture, ben celle-là, vous la connaissez tous les jours, c'est la rupture technologique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2-3 bricoles qui se sont passées depuis 1973. C'est encore une fois 1973. 1973, c'est l'arrivée de l'informatique dans les entreprises. L'informatique de gestion commence en 1973. Ça a tout changé. Toutes les entreprises ont été fondamentalement retravaillées, réorganisées, restructurées pour intégrer cet outil qui changeait tout. Et les choses ont été très vite. 1983, donc 10 ans plus tard, c'est l'arrivée de l'ordinateur portable. Ça va? Et du téléphone portable. Enfin, portable, à condition d'avoir fait de la muscu pendant 10 ans. Hein, on est d'accord. Enfin, il était portable. 10 ans plus tard, 1993, c'est quoi? La naissance de la plus belle invention européenne qu'on attribue aux États-Unis, et c'est faux. La plus belle invention européenne, c'est la toile, c'est le web. Le premier site www, c'est le site du CERN à Genève. C'est des physiciens qui vont inventer le web. Etc. 2003, donc 10 ans encore plus tard, il y a quelque chose qui se passe, et ça c'est étonnant quand même. C'est que la majorité des accès à la toile n'est plus l'apanage des ordinateurs, devient l'apanage du téléphone portable en 2003. Il y a un basculement d'outils. Et puis bien sûr, 2013, c'est l'explosion de ce qu'on appelle à tort l'intelligence artificielle. Vous voyez, tous les 10 ans, une espèce de révolution incroyable comme ça. Ça va à une vitesse folle. C'est effrayant. Mais c'est incroyablement fort. Moi, je ne suis pas du tout technophobe. Moi, je suis, comme vous l'avez compris, un peu philosophe sur les bords, et je vis avec une déesse dans une ferme isolée dans le Morvan, en Bourgogne. Je trouve que c'est miraculeux de m'installer à mon bureau, dans ma ferme, et en quelques clics, de pouvoir importer n'importe quel texte de n'importe quel philosophe, de n'importe quelle époque, et dans n'importe quelle langue. C'est juste miraculeux. Et on est qu'au tout début.
Mais c'est pas parce que c'est miraculeux qu'il faut avoir la tête dans le sable et pas voir les emmerdements. Parce que, comme toute technologie, tout ce qui est numérique peut être la meilleure ou la pire des choses. Et là, il faut commencer à se méfier. Il faut commencer à être vigilant. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, il y a une spécialité psychiatrique qui a été mise en place depuis quelques années, qui s'appelle la désintoxication numérique des adolescents. C'est juste affolant. Quand on sait aujourd'hui, et je l'ai vécu dans un colloque auquel on m'avait invité il n'y a pas bien longtemps, quelqu'un qui vous dit froidement en disant la démocratie et les élections, ça ne sert plus à rien. Avec le big data, c'est extrêmement simple. On sait exactement ce que vous pensez à longueur de journée, selon les recherches que vous faites, selon les avis que vous donnez, les likes, unlikes, tout ce que vous voulez. Donc ça ne sert plus à rien de demander les avis aux gens une fois tous les 5 ans, on les a en continu. Alors, je voudrais encore vous parler d'une troisième idée. Et puis j'arrête. J'ai été prof à l'université hébraïque de Jérusalem et on a fait quelque chose avec un copain et on s'est mis devant Google. Et on avait la même idée, c'est de poser des questions sur les Juifs. Ce qui en Israël est quand même assez fréquent. Et on pose des questions. Mais moi je prends l'attitude philosémique. Donc chaque fois qu'on me donne une réponse, je vais voir plus loin dans quelque chose qui est positif, et lui il prend une attitude antisémite. Donc chaque fois qu'il a une réponse, il prend celle qui dit le plus de mal des Juifs. Ce que je ne comprends pas. Oui, lui non plus, ça existe aussi. Et donc, on a continué comme ça. Il a fallu, en tout et pour tout, 5 itérations. 5 itérations pour que moi je reçoive que des messages positifs sur les Juifs, et que lui reçoive que des messages négatifs sur les Juifs. Donc ça veut dire que cette machine, qui s'appelle Google, est une machine à donner raison aux crétins. Ça renforce les opinions, quelles qu'elles soient. Donc ça élimine complètement l'esprit critique. Donc autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que d'une part, la révolution numérique nous offre des territoires incroyables, des univers incroyables, une richesse incroyable, et qui sont un vrai cadeau. Un vrai miracle, mais à côté, c'est aussi une machine qui peut être extrêmement dangereuse, qui est une immense machine à crétiniser les masses. Donc, comment on fait? Comment fait-on? Comment on réagit à ça? Ben, moi je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions, mais avant je vais vous poser une question sournoise, je peux? Qui ici a un téléphone portable? Ceux-là ne se sentent-ils pas de temps en temps un peu esclaves de leur téléphone portable? Honnêtement? Non. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que par rapport à cette intoxication technologique, il faut être très très vigilant. Ça veut juste dire qu'il faut se rappeler un principe de base que les philosophes aiment bien rappeler. Ce principe, c'est celui-ci, c'est qu'il faut toujours que la technologie reste l'esclave de l'homme et qu'en aucun cas l'homme ne devienne l'esclave de la technologie. Et qu'il faut donc être très vigilant. Et que pour être vigilant, il faut développer le mot que j'ai appris là, deuxième moteur de la courbe verte, c'est l'intelligence technologique. Ça veut dire que je ne prends pas un outil parce qu'on me dit que c'est bien, je prends un outil pour avoir moi-même décidé que c'était utile pour moi. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc d'avoir cette démarche intelligente, cette démarche critique, c'est pas parce que c'est de la technologie que c'est bien. C'est pas parce que c'est de la technologie que c'est utile. D'ailleurs, on fait de plus en plus une distinction entre le numérique ludique et le numérique productif. Les GAFA, vous voyez ce que c'est les GAFA, les Californiens, Google et compagnie, ils ne font que du ludique, c'est-à-dire du numérique qui ne sert à rien ou à pas grand-chose. Parce que partager des photos sur la toile, je vous assure que ça ne fait pas avancer l'économie mondiale. Donc il faut bien regarder du côté du numérique productif et laisser de côté le numérique ludique qui ne sert à rien. Allez, je continue. Il y a une troisième rupture intéressante. Elle est liée à la notion de complexité, à la notion de réseau. Donc là, je vais faire plaisir à mon ami Pierre qui, hier soir, m'a envoyé un mail en disant « Il faut absolument que tu leur parles de complexité, il faut absolument que tu leur parles de réseau. » Donc j'ai passé toute ma nuit à préparer 2 slides sur ce thème-là. Vous allez voir, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que notre monde
est un monde où il y a de plus en plus d'acteurs avec lesquels nous sommes en relation, et ces relations avec ces acteurs deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Donc le monde extérieur a sur nous, que nous soyons des personnes ou des entreprises, a sur nous une pression de plus en plus forte. Et il faut y répondre. Et il faut y répondre vite, et tout de suite. Parce qu'évidemment, comme on est dans des échanges qui vont à des vitesses folles, hein, 100 000 km par seconde sur la toile, hein, eh bien, on a l'impression de vivre dans l'instantanéité. Et quand vous avez quelqu'un qui vous envoie un mail, ben, moi ça m'arrive, vous aussi j'imagine, 1 heure après d'avoir un SMS qui dit « Je t'ai envoyé un mail, j'ai toujours pas de réponse. » Non, j'étais en train de manger, mon grand. Hein? Donc, il y a là quelque chose qui est cette abolition du temps et de l'espace, qui fait que tout s'accélère. Il faut donc que nos entreprises, nos organisations s'adaptent à cette pression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben on nous dit, il faut donc que les organisations deviennent agiles, souples, réactives, innovantes, créatives. Ce sont les mots-clés. Et c'est juste. Et c'est juste. Dans un monde complexe, dans un monde extrêmement effervescent, il faut nécessairement en arriver à développer ces qualités-là. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que nos modèles organisationnels sont les meilleurs pour arriver à développer la réactivité, la souplesse, l'agilité, etc. Avec vos mains, montrez-moi le petit dessin de notre modèle organisationnel classique. Il fait comment? Voilà. Hein, on est bien dans la pyramide hiérarchique. Et là, il y a les mathématiques, ça sert parfois à quelque chose. Pourquoi est-ce que depuis si longtemps, les êtres humains ont décidé d'utiliser le modèle pyramidal hiérarchique plutôt que d'autres modèles organisationnels? Pour une raison toute simple. C'est que l'arborescence linéaire, ce qui est le mot mathématique pour la pyramide hiérarchique, est en fait la solution au problème mathématique suivant. Comment faire pour relier entre tous les éléments d'un ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux? Le nombre minimum de relations entre eux. Donc c'est l'organisation la plus pauvre, autrement dit. Et quand on est dans un univers qui est un univers de plus en plus effervescent, de plus en plus rapide, on doit nécessairement passer à des modèles beaucoup plus riches en relations, et donc passer de la pyramide au réseau. C'est ça un réseau. Un réseau, c'est une organisation où tout le monde est lié avec tout le monde, donc où la densité de relations est beaucoup plus élevée. Bien. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Quel est le danger? Ben, nos organisations vont se scléroser, vont devenir incapables de répondre à la réalité du monde et vont être éjectées par ce monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ben, il faut fonctionner dans un mot que moi j'aime bien, c'est le mot communauté de vie. Communauté de vie, ça n'a rien à voir avec le communautarisme, bien entendu. Une communauté de vie, ça veut juste dire fonctionner un réseau comme une famille, par exemple. Donc, à la demande générale de Pierre, je vais commencer à vous parler de complexité. Alors, très vite, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on m'a dit qu'à 10h30 je devais me taire. La complexité, bon. La première idée importante, je vous supplie à genoux, c'est une métaphore, hein, je vous supplie à genoux de ne jamais confondre complexité et complication. Ça n'a rien à voir. La complication, c'est quelque chose qui est lié à... C'est ce qui est mécanique, si vous voulez, c'est ce qui est procédural, ce qui est normatif, c'est tout ce qui est lourd à porter et qui ne sert pas à grand-chose. En revanche, la complexité, c'est quoi? C'est un maximum d'interaction entre tous les constituants d'un ensemble, d'un système, pour reprendre le mot que tu as cité, c'était le deuxième. Donc, un système complexe, c'est un système où il y a énormément d'interactions. Vous et moi, nous sommes des systèmes complexes. Notre corps est un système complexe. 80 000 milliards de cellules qui sont liées entre elles à tout moment et qui discutent entre elles à tout moment. Et vous n'êtes pas démontable. Le moteur de la voiture, il est démontable. Vous, il n'est pas démontable. Si vous ne croyez pas, je voudrais involontaire un scalpel. Je vous vois immédiatement que je pourrais vous couper en rondelles, mais vous rassembler après, ça va être dur quand même. Hein, donc il y a bien deux types de systèmes, les systèmes démontables et les systèmes non démontables. Les systèmes non démontables, c'est des systèmes complexes, et les systèmes démontables peuvent éventuellement être compliqués. Mais je vais vous donner un exemple qui va tout de suite vous donner la mesure de quelque chose d'autre. C'est qu'un système complexe peut être très simple. Ah, ça devient intéressant. Parce que la simplicité, c'est le contraire de la complication. Mais ce n'est pas le contraire de la complexité. La simplicité complexe, je vous donne un exemple, la mayonnaise. Rien de plus simple que la mayonnaise. De l'huile, de la moutarde et du jaune d'œuf.
un peu de savoir-faire à la bonne température, c'est bon. Normalement, ça prend. Peut-être. Qui prend ou prend pas, n'empêche une fois qu'elle a pris la mayonnaise, on ne peut pas la démonter. Hein. On ne peut pas la faire se déprendre. Si je fais tourner mon batteur dans l'autre sens, la mayonnaise ne va pas devenir du jaune d'œuf, de l'huile et de la moutarde. Hein. Ça ne marche pas, ça. Donc c'est des systèmes irréversibles, c'est ça que ça veut dire. Voilà la différence de complexité et complication. Dans un système complexe, dans notre corps par exemple, les interactions entre les cellules sont beaucoup plus importantes que chacune des cellules elles-mêmes. La preuve est, c'est que tous les jours, il y a des centaines de millions de cellules qui meurent et qui sont remplacées, alors que notre corps, ce jour-là, il ne bouge pas beaucoup. Donc c'est bien la structure d'interaction qui est pérenne, et pas les éléments constitutifs du corps qui sont pérennes. Vous voyez ça? Il y a dans le système complexe quelque chose qui est tout à fait passionnant. Les systèmes complexes disent quoi? Ils disent que, contrairement au système mécanique qui est la somme de ses parties, hein, c'est le principe de Descartes, hein, vous vous souvenez peut-être du discours de la méthode, hein, dans un système complexe, ce n'est pas la somme de ses parties. Un système est soit plus, quand ça va bien, soit moins quand ça ne va pas bien, que la somme de ses parties. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que ça veut dire que dans la complexité, dans le monde de la complexité, 1 plus 1, ça fait pas 2. Ce qui, pour un expert comptable, pose d'énormes problèmes et des maux de tête. Une entreprise, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la somme des comptes comptables qu'il y a dans la comptabilité de cette entreprise. Et ça, vous le savez bien. La richesse d'une entreprise, la force d'une entreprise, d'une organisation, elle vient de tout ce qui est comptable, bien sûr, mais surtout de tout ce qui est non comptable. Et qu'on ne pourra jamais comptabiliser. La complicité entre les gens, la bonne entente, la compétence collective, l'intelligence collective, ça vaut combien en euros? Donc on est bien là dans quelque chose qui dit que le tout est plus que la somme de ses parties quand ça va bien. Et pourquoi est-ce que le tout est plus que la somme de ses parties? Parce qu'il y a quelque chose de magique dans les systèmes complexes. C'est ce qu'on appelle les propriétés émergentes. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est que le chlorure de sodium? Bien, j'ai affaire à des scientifiques. Le chlorure de sodium, bien sûr, c'est le sel de cuisine. Et le sel de cuisine, c'est fait avec quoi? C'est avec deux trucs épouvantables. C'est du sodium. Le sodium, c'est quoi? C'est un métal mou, qui est brillant quand on le coupe, mais qui devient très vite masse. Et qui a une propriété vachement intéressante, c'est que vous prenez un morceau de sodium grand, comme la moitié de ma dernière phalange de petits doigts, vous mettez une grande bassine d'eau là, vous jetez ça dedans, et il n'y a plus de sable. Donc c'est un explosif, ça commence bien pour le sel de cuisine. Et puis de l'autre côté, c'est du chlore. Le chlore, vous savez bien ce que c'est. C'est un gaz extrêmement toxique, qui est un poison violent, qui tue toute forme de vie. Donc vous comprenez à comprendre que vous salez vos patates. Vous faites un astucieux mélange de poison violent et d'explosifs violents. Heureusement qu'il y a les propriétés émergentes. La propriété émergente, c'est des propriétés que possède le tout, mais que ne possède pas leur partie. Donc le NaCl a des propriétés tout à fait intéressantes du point de vue gustatif, et heureusement a perdu en cours de route les propriétés tout à fait désagréables du sodium et du chlore. Eh bien c'est ça la propriété émergente, mais ça vous le savez bien dans la vie de tous les jours. Moi, je vous l'avais compris probablement, ça fait très longtemps que je suis très amoureux de ma femme, mais un couple, c'est bien plus que 2 personnes. Une entreprise qui fonctionne bien, c'est bien plus qu'une collection d'individus les uns à côté des autres. Oui ou non? Voilà. C'est ça les propriétés émergentes. C'est ce qui fait la richesse des interactions entre les constituants. Donc il faut bien comprendre une chose, et j'arrête là pour la complexité, sauf si vous avez la nuit. Moi, tout va bien, je n'ai rien à faire avant demain matin. Donc, la complexité engendre de la richesse, la complication en consomme. Essayez de comprendre ça. Et quand on disait tout à l'heure moins mais mieux, retenez ça aussi. Mieux, c'est plus de complexité, mais beaucoup moins de complications. Rendez votre vie riche, rendez votre vie extrêmement, densément reliée au monde, aux autres, à la nature, au soleil, au ciel, à tout ce que vous voulez. Mais surtout, arrêtez de vous compliquer la vie. Ça ne sert à rien. Vous vous gâchez la vie de la complication, mais vous en enrichissez énormément en la rendant plus complexe.
Ça va pour la complexité, Pierre? Je peux passer à la suite? Bon, on va parler de réseau maintenant. Donc vous avez bien compris que puisque le monde devient plus complexe, on ne peut plus se contenter des modèles hiérarchiques classiques, il faut passer à des modèles beaucoup plus riches, à savoir des modèles en réseau. On est d'accord? Mais qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Et comment ça fonctionne, cette bête-là? Ben, la première chose à dire, c'est qu'une définition est simple. Un réseau, c'est un ensemble de petites entités autonomes et fédérées. Ça va, ça? Donc c'est un ensemble de petites entités, et on va voir ce que petite veut dire. Autonome, ça il faut qu'on en parle quand même. Et fédéré. On va en parler aussi. D'abord, autonome. Je vous invite à surtout ne jamais confondre autonomie et indépendance. Ça n'a rien à voir. L'autonomie, c'est je suis maître des règles que j'applique pour faire ce que j'ai à faire. Être indépendant, ça veut dire c'est moi tout seul qui décide ce que je fais. Dans un réseau, il faut qu'on fasse ensemble. Mais une fois qu'on a décidé ce qu'on fait ensemble, alors je suis maître de la manière dont moi je vais mener ma part de l'œuvre commune. C'est ça être autonome. Donc l'autonomie implique l'interdépendance, mais interdit l'indépendance. Ça vous va, ça, comme notion? Première idée. Deuxième idée, c'est la notion de fédération. Ah oui! Quand on dit que c'est un ensemble de petites entités, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est mais pourquoi elles restent ensemble? Qu'est-ce qui les lie? C'est quoi la glue? Glue, on dit glue, hein, la colle. Hein? C'est quoi qui les tient ensemble? Ben, c'est un projet fédérateur. Ça, c'est une notion fondamentale. Il n'y a pas de réseau sans projet fédérateur. Et moi, j'ai cru comprendre, en lisant tout ce que je vous avais projeté, qu'il y a quand même un projet fédérateur qui est solide ici. Là-bas, c'est un projet fédérateur. La preuve en est, c'est qu'il y a des tas de gens qui n'ont d'autre rémunération que le bonheur qu'ils y trouvent et qui viennent en tant que bénévoles contribuer à ce projet. Si ce projet n'existait pas ou s'il était infâme, je vous assure que des bénévoles, vous n'en auriez pas. Hein, si le projet de la PAS était de construire des mines antipersonnelles, il y a moins de bénévoles dans ces cas-là, tu vois. Donc un projet fédérateur. Hein, un projet fédérateur, c'est le premier élément fondamental. Et ce projet, le président et le directeur ont bien fait de taper sur le clou. Il faut le répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Et ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de réseau sans projet fédérateur. Comme il n'y a pas de réseau sans noyau fédérant. Alors c'est quoi le noyau fédérant? C'est une personne, des gens, une équipe, appelez ça comme vous voulez, tout dépend de la taille du réseau dont on parle, dont la seule mission est d'alimenter en énergie les interactions entre les différentes entités du réseau. C'est de stimuler des projets. C'est de dire, ah, et vous, comment ça va? On peut vous aider? C'est, ah, mais dis, tu as tel problème, écoute, l'entité 27, là-bas, ils ont eux-mêmes, ils l'ont résolu de manière géniale. Tu veux que je te mette en rapport? Voilà, le noyau fédérant, c'est celui qui fait tourner l'information. Parce que n'oubliez jamais qu'un réseau, c'est un organisme vivant, alors qu'une pyramide, c'est un tombeau. Et la pyramide, en géométrie, c'est la figure la plus stable, elle ne bouge pas une pyramide. Elle ne bouge jamais. C'est les seuls monuments les plus anciens qu'on trouve intacts aujourd'hui. Hein. Donc, la grande différence, c'est ça. C'est que la pyramide, elle cherche le repos, elle cherche à ne plus bouger du tout. Alors que le réseau, c'est vivant. Ça doit bouger tout le temps. Et vous savez bien que votre corps, il a besoin de bouger tout le temps. Vos cellules ont besoin de bouger tout le temps. Elles ont besoin d'être irriguées de plein de trucs. Et c'est bien pour ça que vous avez un système nerveux. C'est bien pour ça que vous avez un cœur qui bat. Ah ben, le noyau fédérant, c'est ça. C'est envoyer le sang. C'est pas du tout être le chef, hein. C'est juste envoyer le sang. Il faut encore que la relation soit gagnant-gagnant. Et avec les bénévoles, moi-même pour avoir sévi dans ce monde-là pendant un petit temps, il faut que chacun puisse y trouver quelque chose. Ok, un bénévole, c'est quelqu'un qu'on ne rémunère pas en argent. Je suis d'accord. Mais on l'a bien entendu dans les interviews là, tout à l'heure. Combien de fois les bénévoles n'ont pas dit moi, ma rémunération, c'est la joie que je ressens.
c'est le plaisir que j'ai au contact du service que je rends, à la noblesse du service que je rends. Ça a été dit avec d'autres mots peut-être, mais c'est ça qui est la rémunération. Si on n'est pas dans une relation gagnant-gagnant, la relation se dilue. Elle se dissout et disparaît. Et enfin, ça c'est un mot qu'en général les managers n'aiment pas trop, c'est que dans un réseau qui est un organisme vivant, il faut injecter du chaos dirigé. Ça veut dire quoi du chaos dirigé? Ça veut dire quoi? Que pour rester vivant, il ne faut pas être mort. Ça vous va? Hein? Donc ça veut dire que comme un réseau c'est un organisme vivant, il faut le stimuler, il faut le faire sortir de sa zone de confort. Et la formule idéale dans ces cas-là, c'est à un moment donné dire « et si ?» Et si? Et après, 3 petits points, on invente. Et si on faisait ça? Et si on prenait un nouveau défi? Et si on se lançait dans une nouvelle aventure? Et enfin, c'est des gars qui sont fous, quoi. Ben oui, alors. Normal. Si on n'est pas fou, on n'avance pas.